Alors, il y a un nom pour cette force qui a, discrètement mais sûrement, redéfini notre monde. C'est Shoshana Zuboff qui l'a baptisé le capitalisme de surveillance. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment cette nouvelle logique économique fonctionne et surtout, pourquoi elle nous concerne absolument tous. Et tout commence avec une image, une métaphore vraiment puissante, celle du foyer. À l'origine, le monde numérique, c'était censé être une extension de ce foyer, un espace sûr, un sanctuaire personnel. Mais la question que pose Zuboff est lancinante. Est-ce que cette promesse a été tenue? Est-ce qu'on est vraiment encore chez nous quand on est en ligne? Alors, revenons au tout début. Au commencement, il y avait ce grand rêve numérique, l'idée d'un foyer où l'on serait plus libre, plus autonome. Au départ, l'idée c'était simple, hein. La technologie devait être à notre service. Les données qu'on générait nous appartenaient. Point barre. C'était un circuit fermé, un sanctuaire privé. Une vision qui, aujourd'hui, paraît presque incroyablement naïve. Sauf que tout a basculé. Un jour, il y a eu une découverte, quelque chose d'inattendu, une nouvelle ressource qui a donné naissance à une logique économique complètement différente. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les pionniers de cette nouvelle économie, au départ, ils étaient les plus critiques. Ils l'avaient écrit noir sur blanc. Ce modèle publicitaire allait créer un conflit d'intérêts en favorisant les annonceurs au détriment des utilisateurs. Une sorte d'autoprophétie. Et cette fameuse ressource, cette matière première, c'est ce que Zuboff appelle le surplus comportemental. Pensez à toutes ces petites traces qu'on laisse derrière nous. Les clics, les recherches, le temps passé sur une image. Au début, c'était vu comme de simples gaz d'échappement technique, sans valeur, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que ces déchets étaient en fait un véritable trésor. Alors, concrètement, comment ça marche cette nouvelle chaîne de production? D'abord, notre expérience est transformée en données. Ensuite, et c'est crucial, ces entreprises revendiquent ces données comme leur propriété privée. Puis, des intelligences artificielles analysent tout ça pour faire la chose la plus importante, produire des prédictions sur ce que nous allons faire. Et voilà, on arrive à la définition même du capitalisme de surveillance. Il faut bien saisir la nuance ici. Ce n'est pas un système qui nous vend des produits, c'est un système qui se nourrit gratuitement de nos vies pour vendre des prédictions sur notre futur à ses vrais clients. Bon, on a la matière première. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le produit fini? Parce que ce qui se vend sur ces nouveaux marchés, c'est notre avenir, littéralement. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le produit, ce n'est pas le réseau social ou le moteur de recherche. Non, ça c'est juste l'appât, le piège à données si on veut. Le vrai produit qui est vendu, c'est la certitude. La garantie qu'une personne va cliquer, va acheter, va penser ou même va voter d'une certaine façon. Et les clients alors, qui sont-ils? Surtout pas nous, les utilisateurs. Non, les vrais clients, ce sont les annonceurs, bien sûr, mais aussi les assureurs, les prêteurs, même les campagnes politiques. Eux, ils n'achètent pas juste un espace pub, ils achètent une garantie sur ce que nous allons faire. Là, on pourrait se dire « Ok, c'est juste de la pub, mais en plus ciblé. » Mais non, c'est tellement plus que ça. Alors pourquoi est-ce si difficile à voir? Qu'est-ce qui rend ce pouvoir sans précédent? Pour nous faire comprendre pourquoi on a mis tant de temps à réagir, Zuboff raconte une histoire personnelle et elle est vraiment percutante. Quand sa maison a brûlé, son esprit n'arrivait à imaginer que des dégâts, de la fumée, mais pas une disparition totale. Eh bien, on a fait la même erreur. Face à ce nouveau phénomène, on a pensé pub ciblée, alors qu'en réalité, une logique économique entièrement nouvelle était en train de tout raser. Et quand on met les deux logiques côte à côte, la rupture est flagrante. Le capitalisme industriel, avec tous ses défauts, avait quand même besoin des gens comme travailleurs et comme consommateurs. Il y avait une sorte de dépendance mutuelle. Le capitalisme de surveillance, lui, nous perçoit différemment, comme une ressource à extraire gratuitement, une sorte de mine de données à piller sans fin. Et les chiffres? Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. C'est assez spectaculaire. Prenez General Motors à son apogée. Une richesse immense, mais aussi des centaines de milliers d'employés, de familles qui en vivaient. C'était une prospérité, certes inégale, mais partagée. Aujourd'hui, on a une richesse bien plus grande, mais concentrée dans les mains de beaucoup moins de monde. C'est l'ancien contrat social qui est de fait brisé. Et cette nouvelle économie a créé une nouvelle forme de pouvoir. Zuboff lui a donné un nom, le pouvoir instrumentarien. Attention, ce n'est pas le pouvoir totalitaire qu'on connaît, avec la force et la terreur. Non, c'est bien plus subtil. C'est un pouvoir qui cherche à nous modeler, à ajuster nos comportements à distance, en continu, et de manière totalement invisible. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Alors, face à ça, que reste-t-il à faire? La première étape, c'est de comprendre ce qui est réellement en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est notre droit à revendiquer le futur. Pour que tout ça ne reste pas une grande théorie abstraite, Zuboff raconte une histoire. L'histoire d'une famille de pâtissiers, la Dulce. Confrontés à des forces qui prédisaient l'échec inévitable de leur commerce, ils ont refusé de se soumettre à l'algorithme.
Leur combat, ce n'était pas juste pour sauver une boutique, c'était pour affirmer leur droit de décider de leur propre avenir. Et la phrase du propriétaire, Fito Montes, elle résume absolument tout. Le vrai enjeu, ce n'est pas seulement la vie privée ou les données, c'est bien plus profond. La question c'est, à qui appartient le futur? Est-ce qu'on a encore le droit à un futur qui soit le nôtre, un futur qu'on construit par nos choix, ou est-ce qu'il est déjà prédit et vendu au plus offrant? Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à cette idée de foyer du tout début. Au final, la question que tout ce travail nous pose est simple et profondément humaine. Si notre futur ne nous appartient plus vraiment, si on n'en est plus les auteurs, alors ce monde, ce futur, peut-il encore être notre chez nous? La réponse, en fait, elle nous appartient à tous.